Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Vu du ciel, d'après des textes, on disait qu'à la fin des temps, les étoiles tomberont sur la Terre. À minuit moins 90 secondes, voici en première la diffusion de cette émission samedi le 28 janvier 2023, Vidéorandia numéro 5. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Notre invité pour cet entretien avec Marc Laperle, la sérénité de la retraite. À moins de 90 secondes, dit-on. C'est le temps de l'introspection objective, personnelle et collective de l'humanité. Il y a un prolongement dans le club créé du mois de février. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia. À la musique, Daniel Morancy. Soutien technique Emmanuel Stéphane Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie Spirale. Et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Bien oui, vous avez entendu parler de l'horloge atomique, l'horloge de l'apocalypse, qui symbolise l'imminence d'une catastrophe mondiale avancée par des scientifiques. Elle n'a jamais été aussi proche de minuit, à 90 secondes. C'est 2023, après fin février 2023, et maintenant 24 février 2023. Alors c'est le dernier vendredi du mois de février, dans quelques semaines, pour ne pas dire dans quelques jours. Que va-t-il arriver? On en parle, on en réfléchit toutes sortes d'alternatives. Et j'ai pensé au début du mois de recevoir M. Marc Laperle. Vous le connaissez? Ça a été d'abord un homme d'affaires. C'est aussi un électronicien qui est allé jouer dans les ordinateurs, un pilote d'avion. Il a fait partie d'un band Morse Code. Alors, c'est vraiment un gars qui a touché plusieurs aspects de notre monde, de notre société. Et j'ai pensé que c'était le bon moment d'avoir des réflexions qui sont appuyées par aussi des aspects, je dirais, scientifiques. C'est beau les artistes, les créatifs, mais c'est beau d'avoir les deux pieds sur terre. Et puis, il a même été dans le domaine médical. Alors, vous vous souvenez sans doute de certains produits qui étaient rappel des cellules souches non différenciées pour soigner, ce qu'on entend parler maintenant. Mais dans les années 80-90, c'était très, très précurseur. C'est pas lui l'inventeur, quand même, là. Je vais lui donner la chance d'être un petit peu humble. Bonjour, Marc. Ben, bonjour. Ben oui, écoute, t'es un vieux de la vieille avec l'ésotérisme expérimental. Oui, ça fait un bout de temps, hein. Ça fait 45 ans, à peu près, 46 ans. Exactement. Moi, je suis dans ma 47e année, parce que j'avais débuté un petit peu avant que tu me découvres sur le câble. Et que tu es venu me voir en me disant, écoute, t'as pas pensé, tu vois, qu'il y a des invités. Moi, je recevais des invités, puis j'étais professeur d'école, donc j'avais pas le temps de m'occuper d'autres choses. Puis toi, ben, tu t'es dit, écoute, il y a des invités que le monde aimerait peut-être rencontrer, et c'est de là qu'est commencé les fameuses conférences que tu avais organisées. Le premier, t'en souviens-tu, c'est qui le premier en conférence que tu nous avais proposé? Puis on l'avait fait, puis le monde était venu. C'est André Poré, ouais. Monsieur André Poré, qu'on avait eu en conférence, que tu avais eu en émission chez toi à Brassard à l'époque. Oui, on l'avait accueilli à la maison chez moi, mais moi je faisais les émissions chez Vidéotron, Boulevard Loche, à Saint-Hubert. Ouais. Parce que j'avais pas l'équipement que j'ai aujourd'hui, là, mais on faisait ça là. Et c'était à Monseigneur-Parent, une polyvalente de Saint-Hubert. Oui. Et c'était à la pause, au milieu, que tu as lancé l'invitation publique en disant Bernard de Montréal vous intéresserait? Oui, oui, oui. Bon, ben, t'as dit, si il y a assez de monde qui viennent, achetez vos billets immédiatement. Il faut qu'il y ait 100 personnes et on va faire une rencontre ici avec Bernard de Montréal. Et quand est arrivé la fin de la conférence avec André Poré, t'es arrivé en disant, écoutez, on a 200 billets vendus, fait qu'on ne peut pas passer à côté, on va recevoir Bernard de Montréal. Et tout le monde sait la suite des événements, hein, Bernard. Exact, exact. Ah, oui. Même, je pense que c'était plus que 200, j'étais étonné. Oui. Puis, il fallait que les gens nous fassent confiance, parce qu'on leur disait, nous, tout ce qu'on veut, c'est couvrir les frais de location de salle.
Et si on couvre des frais, on se fout du reste, on le fait. Et après ça, on leur avait pas dit si on avait encore l'accord de Bernard de Montréal. Et là, on était pris. Ça y est, fait que et ça a commencé comme ça avec... C'est bien trop vrai. Cette démarche ésotérique, ça ne nous a jamais dépassé. On a été capable de gérer le cheminement pendant 47 ans, sans devenir le gourou, sans devenir une secte. Là, j'ai ouvert, moi, ce qu'on appelle le club créé, puis j'aime mieux ça, appeler ça un club. On n'a pas des memberships, mais c'est des gens qui sont abonnés. Comme quand tu t'abonnes à un magazine, tu peux te désabonner. Alors, on est là. Il y a des gens qui sont venus, qui sont partis, d'autres qui viennent et qui, là, à cause des événements qu'on annonce depuis tellement longtemps, ils se disent, Glenn, on voit pas nulle part. Il y a quelque chose qui va être révélé. J'espère vous révéler des choses, parce que là, on est dans une période de grande réflexion. Et sur le poster, c'est écrit clairement. Je sais pas si vous avez remarqué comment est-ce qu'il est exposé là, sur le poster. Ben oui, c'est le monolithe de 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, sur lequel il est inscrit, ça c'est nous autres qui a décidé, c'est moi qui ai décidé d'inscrire ça. Ça va être l'introspection objective, personnelle et collective de l'humanité. Une introspection, ça veut dire un regard sur soi. Puis là-dessus, tu me faisais penser à André Poré, notre premier conférencier. Il t'avait bien marqué parce qu'il t'avait comme enseigné, puis il enseignait à tout le monde une technique d'approche ésotérique, on pourrait appeler une initiation personnelle qu'on se donne à soi-même. C'est quoi, là, le principe? Comment ça marche? C'était le principe de l'observateur. Je pense qu'il y en avait 9 observateurs, mais le principe était que le premier observateur, pour moi, m'observe. Donc, je change le je pour il. Oui, autrement dit, comme si je te téléphone, je te demande, Marc, comment ça va? Oui. Et? Ah ben, il va bien. Il se plaint pas. De ce temps-là, là, il est capable d'arriver. Ça devient le premier en dehors de ce je. Ouais. Mais alors, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais, il se lève le matin, puis, il se gratte dans le saut de bras à chaque fois. Comment ça? Mais ça, moi, ça me rappelle, là, comment c'était, là, la série de la famille, là, farfelue, là, dans la ville. La petite vie. La petite vie, c'est ça. Comment il s'appelait, lui, là, qui était gérant de banque de la Caisse populaire, je pense? Non. Celui qui dit il, là, il a les cheveux carottes. Oui. Il trompe sa femme à tour de bras. Oui. C'est Régent. C'est Régent. C'est Régent. Bon, il s'appelle Régent. Ceux qui nous écoutent, La Petite Vie, c'est une série qui a été faite ici il y a plusieurs années et qui tourne encore. C'est complètement fou, c'est désopilant. Puis, il y a ce personnage-là tout le temps. Il pense qu'il commence à être tanné, là. Tu sais, il parle toujours à la troisième personne, mais c'est vraiment drôle. Ouais, c'est bon. Alors, dire que c'est un enseignement initiatique ésotérique donné par André Poré. D'ailleurs, qui était venu dans mon sol de maison, je l'avais filmé dans une suite de capsules. Et oui, tu étais là. Et sa fille m'a écrit en me disant, Monsieur, avez-vous d'autres vidéos de mon père? Ce sont les seuls enregistrements où on le voit parler, bouger, vidéo de lui. Il est décédé. Ben, j'y ai répondu, oui, on n'en a pas d'autres. Tout ce qu'on avait, on l'a placé sur Internet. C'est ça. Voilà, ben ça nous donne une idée de comment on vivait tout ça au début d'ésotérisme expérimental. Tout de suite au début, le thème musical qui était l'oiseau de feu, Firebird, interprété par Igor Stravinsky. Non, ça c'était composé par Igor Stravinsky, mais interprété par Isao Tomita, là, au clavier électronique. Et après, ça s'appelait tout de suite ésotérisme expérimental dès la première émission en 1976. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Ben là, Marc, comment tu te sens, toi, dans toutes ces années-là, maintenant, avec ce qui s'en vient, ou qu'est-ce que c'est que tu penses qui s'en vient pour le fin février 2023, précisément le 24 février? Je me sens paisible et serein. Je peux pas donner de détails, pas plus que toi tu peux en donner sur ce qui va se passer.
Mais moi, je vois ça, comme on a souvent parlé de la descente du Paraclet, avec ton monolithe, c'est à peu près la même affaire. C'est une intervention qui va permettre à tous ceux qui peuvent le faire de passer à une autre étape de conscience. Donc, j'attends ça. On n'aura pas longtemps à attendre, là. On verra bien ce qui va arriver. L'histoire remonte à le film de Stanley Kubrick, basé sur le fameux livre, les romans là, de science-fiction de Arthur C. Clarke. Et c'était que le singe primitif, il y a un singe en quelque part qui a touché un monolithe. On appelle ça comme ça parce que c'est une pierre monolithique. Et en y touchant avec le doigt de la main d'un singe, il vient de comprendre quelque chose qu'il avait jamais imaginé, c'est prendre un os de sanglier, un cadavre de sanglier, un squelette même, puis il prend l'os, puis comme un tibia, puis il se met à frapper, puis il casse le squelette en 1000 morceaux, il s'aperçoit qu'il y a une force qui s'ajoute avec l'os dans sa main. Premier outil, première arme, première clé de pouvoir. Et là, il y a le pouvoir de dominer sur les ennemis. Quand il y a une tribu de singes qui vient s'approcher pour manger de la nourriture ou des choses, bang, bang, il les frappe, il en tue. Il pense que là, il est un victorieux, il va gagner toutes les guerres à l'avenir, c'est lui le maître du monde. Puis, le monolithe réapparaît à notre époque, en 2001, où alors là, c'est des astronautes sur la Lune. On a arrêté d'y aller après 12. On a mis 12 sur la Lune, comme les 12 apôtres du Christ qui ont été marchés, piétinés sur la Lune. Après, on les a rapatriés, puis ils sont pas retournés sur la Lune. Mais là, on nous dit qu'en 2001, il y avait des astronautes qui étaient sur la Lune, et ils rencontrent encore le fameux monolithe qui fait un feedback, là, un affaire, l'arsène, là. Il se bouche les oreilles, et il y en a un qui touche. Et celui qui a touché, il passe à un autre niveau de conscience. C'est celui qui est le singe qui était passé de l'instinct, qui est devenu intelligent. Et là, c'est de l'intelligence humaine à la conscience. Et là, il réalise des choses qui se passent à un autre niveau éthéré. Là. Tu sais, là, tu as la conjonction de Jupiter avec une autre planète, puis la Lune, puis la Terre, puis tout ça, mis en syzygie, c'est-à-dire en ligne droite. Et là, ben, il va être dans le groupe qui va aller jusqu'à Jupiter. Puis en allant vers Jupiter, on en voit un monolithe qui flotte dans l'espace, comme ça, là. Qu'est-ce qui va se passer fin février 2023? C'est peut-être quelque chose qui va nous transformer comme si on touchait un monolithe. Qui va le toucher? Là, tu as parlé du Paraclet, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, la descente de l'Esprit sur les apôtres, là. Mais ça ressemble, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là... Ce qui m'a toujours intrigué, c'est pourquoi il y en a juste un qui touche au monolithe à chaque fois, alors qu'il y en a d'autres alentours qui ne touchent pas. Donc, cette prise de conscience-là, ça l'a pas fait automatiquement chez tout le monde. Ouais. Le reste, je ne comprends pas, j'ai pas cette chance-là. Mais j'ai le parallèle entre le Paraclet et le monolithe, ben moi je le vois là. J'espère que non. Que je ne sois pas d'erreur, en tout cas. Oui. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui va ressembler à ça, en tout cas, que ce soit parce qu'il y a quelqu'un qui perd la tête, qui s'appelle Poutine, et qui pèse sur le bouton rouge, fait sauter une bombe atomique en quelque part, pour faire rappeler l'anniversaire de son invasion de l'Ukraine, un 20 février de l'année dernière, par contre, 2022. Et là, en souvenir de l'événement, il y aurait la tentation de dire on va s'en souvenir, ça a été la date, paf. Et à ce moment-là, il y aura des victimes, mais il y aura une lumière qui va se dégager de la bombe atomique, oui, c'est sûr, mais il y aura des gens qui vont s'allumer. En disant, on ne peut plus laisser des fous diriger des pays puis des peuples. Il va falloir qu'on prenne la destinée de l'humanité d'une autre manière que de se fier à des votations publiques de n'importe qui peuvent être manipulées, travesties, puis finalement, au bout de la ligne, c'est une mafia qui contrôle le monde. Puis la mafia, ben, ils ont des intérêts, on le sait, financiers, puis par tous les moyens possibles. Contrôle de l'argent, contrôle de la drogue, contrôle de l'alcool, contrôle des jeux de hasard.
tout ce que la mafia a utilisé pour devenir puissante, ben aujourd'hui, c'est des prérogatives qui sont données au gouvernement. Et je dis au pluriel, gouvernement pluriel. C'est eux autres qui ont le contrôle de la distribution de la drogue, qui est devenue légale. Et c'est plus comme c'était, hein. C'est comme la prohibition pour la boisson. C'est interdit. Molson a fait sa fortune grâce à la prohibition des Américains. Puis il a fait de la bière. Ben oui. Puis de l'alcool. Bon, puis Shanley, puis nommez-en. Alors, ça part du mauvais bord, ça se grille d'argent, ça remplit de pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. La semaine prochaine, j'ai un économiste qui va venir nous en parler justement du rôle de l'argent, de l'économie, mais il nous parle de l'économie verticale et non seulement l'économie horizontale. C'est là que ça va changer aussi, parce qu'il faut que des choses changent. Comment toi tu te sens dans tout ça, Marc? As-tu des réflexions? On dirait que tu as des yeux de reptile, parce que tu as une barre noire de tes lunettes. Oui, c'est ça. Tu m'as posé la question tantôt, comment tu te sens là-dedans? On verra bien. Moi, je sens pas de peur, puis j'ai pas d'anxiété. OK. Peut-être à tort, mais pour le moment, je suis très bien dans ma peau. Je vis une belle période de ma vie. Hey, j'étais à la retraite. Je pense, j'avais peur de ça, la retraite. Au contraire, écoute, j'ai du bon temps, je suis choyé, je manque de rien. Alors, j'ai une maison, j'ai un toit sur la tête, j'ai de la nourriture, j'ai ma pipe. Alors, je peux pas me plaindre, mais devant ça, moi, j'ai pas peur. Tu t'aperçois pas qu'il y a une espèce de montée encore des taux d'intérêt qui viennent de monter encore cette semaine? Ah ouais, puis tout ça. On s'aperçoit que le système l'inflation, puis le manque. Hey, écoute, où est-ce qu'ils sont passés, les employés? Les gens, ils manquent de personnel partout. C'est incroyable. Ouais. Ben là, ils se font payer des chèques par le gouvernement pour avoir toutes sortes de droits et de congés. Il y a même des couples de même sexe qui ont fait faire un bébé par une mère porteuse, et il y a un juge qui vient de décider que les deux devraient avoir droit à un congé parental de plusieurs mois payé par le gouvernement. Le gouvernement est en train, non, je dirais pas ça, je veux pas juger le gouvernement, mais on est en train de rendre les gens encore plus sous l'emprise ou sous la tutelle du gouvernement. J'ai plus besoin de travailler, le gouvernement va m'envoyer de l'argent si j'en manque. On est rendu là, et ça fait que le système, que ce soit le système de santé, etc., sont en train de tomber, tout est en train d'éclater actuellement. Donc, la vraie question, c'est, Marc, si tous les systèmes tombent, qu'est-ce que tu vas faire? Ma réponse est, on verra. Je trouverai ma solution rendue là. On connaît pas ça en détail, mais j'observe, puis je m'aperçois que ça roule pas comme il faut. Ça roule même très mal sur les structures. Mais les humains restent là. Et les humains sont encore là. Et quand on connaît la valeur des humains, l'humanité disparaîtra pas. Oui. Ah, tu penses? Je pense que l'humanité disparaîtra pas en entier. OK, moi j'ai regardé le premier épisode d'une nouvelle série télévisée qui s'appelle The Last of Us. The Last of Us. Le premier épisode, c'est des scientifiques qui sont invités à une émission de télévision très sérieuse, et chacun y va de sa version des choses, puis il y a un savant, lui, qui dit « Ah non, ça éliminera pas l'humanité. Ah, ça non plus. » Il dit « Par contre, tout le monde le regarde, il dit « Un champignon qui pousse actuellement, là, et qui se prolifère très, très rapidement par la voie des airs, aéroporté, puis sous terre avec le mycélium, il se répand partout sur la Terre. Et lui, on le sait, il existe déjà. C'est un peu comme le plaxmose là, pour les chats. Là. Le Toxoplasma gondii, qui est quelque chose qui monte au cerveau, et du chat, ou du rat plutôt, du rat. La maladie, c'est la toxoplasmose. Ouais, la toxoplasmose, qui est la maladie, me dit Geneviève, et parce qu'on avait un chat, puis on a suivi ça de très près. Et le chat
c'est-à-dire les rats, eux autres, deviennent des victimes de cette maladie-là, puis se donnent à jouer avec des chats qui sont pas prêts à jouer avec. Eux autres, ils les attrapent, ils les égorgent, ils les mangent. Et là, il dit, ce fameux champignon-là va se développer partout sur la Terre. On en retrouve des exemplaires, mais partout, sur tous les continents de la planète. Et avec le réchauffement de la planète, il va réussir à atteindre le cerveau de l'être humain dans pas longtemps. Et les êtres humains vont devenir eux-mêmes, dans le film, ils vont trop vite, là, ils sont rendus à faire des zombies, là, tu sais, le monde est de revirer zombie. Ça vient de là l'idée, là, de faire des exercices. On en a eu à Montréal, un exercice en pleine ville de Montréal, puis il y en a eu dans plusieurs grandes villes du monde, de se préparer à affronter des zombies. Des zombies, là, c'est des êtres humains là, qui perdent la tête, là, puis qui sont devenus voraces. Puis c'est un peu comme des vampires, là, mais c'est fou, là, c'est complètement... Mais les animaux, ils le vivent. Il dit, avec le réchauffement de la planète, le champignon va muter par le fait dans la nature qu'il va avoir une chaleur plus grande, parce qu'il ne serait pas capable de survivre à plus de 35 degrés Celsius. L'être humain est à 37,5. Donc, tant qu'il se tient à 37,5, le champignon n'est pas capable, il meurt avant parce que c'est trop chaud. Sauf que si dehors la température monte, le champignon va s'adapter graduellement, lentement, puis à un moment donné, 35, 36, 37. Il rentre dans le cerveau de l'être humain, et là, il va faire des folies à des êtres humains, des choses invraisemblables, et là, arrivera ce qui arrivera. À la grâce de Dieu, d'après lui, ce scientifique-là, dans cette série de télévision qui vient de commencer... Là, Richard, c'est des... Il y en a eu plein de scénarios de fin de l'humanité, ouais. que ce soit météorite... On est loin de la bombe atomique, là. On est dans des choses plus subtiles. Il y a plein de causes qui pourraient faire disparaître l'humanité, Oui. Comme d'autres mammifères ou d'autres créatures sont disparues. Bon, ben, on disparaîtra. Ah bon? Ça sert à rien d'aller se cacher dans les trous. Si par exemple, on a le moyen de faire perdurer la race, bon, tant mieux, l'intelligence humaine va peut-être réussir à trouver toutes sortes de trucs. On verra bien. Mais de dire, quelle horreur, on va tous disparaître, on va tous mourir un jour. Excuse-moi. Il ne faut pas aller se cacher dans un trou. C'est ceux qui sont allés se cacher dans un trou que lors de la destruction des dinosaures, à cause d'un astéroïde qui est tombé sur la Terre, qui a détruit tout ce qui était dans l'atmosphère, et tous ceux qui étaient cachés, les petits animaux, là, les petits rats, les petits écureuils, les petites choses, ont survécu parce qu'ils étaient dans la Terre. Puis à la dernière destruction d'une civilisation, ça a été l'Atlantide, comme on dit. Ben, il y a des êtres humains qui sont allés se cacher, comme il y en a actuellement qui veulent se cacher d'une guerre nucléaire, avec des abris souterrains nucléaires, et qui permet à des civilisations, comme on le dit, qui s'est truffé comme un gruyère, là, l'Amérique du Nord, puis l'Europe aussi, avec des tunnels, avec des souterrains qui permettraient, avec des réserves de nourriture, même des animaux qui sont gardés avec des lumières artificielles et des choses qui recréent la lumière solaire pour faire pousser des plantes dans ces installations souterraines immense. Là. Il y a même des océans sous l'Amérique du Nord, il y a un océan d'eau potable. Et à ce moment-là, il y a eu des êtres qui s'étaient rapatriés à l'intérieur de la Terre à une époque très ancienne, on parle d'il y a 24 000 ans, et on les appelle aujourd'hui des intraterrestres. Ils avaient des vaisseaux antigravitationnels qui pouvaient se déplacer. Ils avaient développé une technologie très, très, très avancée. On les confond à des extraterrestres. Mais moi, j'ai toujours dit, dès le début de mes émissions 76, attention, les intraterrestres existent. Ce sont des êtres qui nous ont observés, qui nous observent. Ils se servent de nos laboratoires scientifiques pour nous aider, nous-mêmes, à nous autodétruire. C'est-à-dire que quand on touche à la science sans conscience, comme disait l'autre, c'est la perte de l'être humain. Science sans conscience. Alors oui, mais il y a encore pire que tout ça, Marc. Puis on en a parlé pour se préparer à l'émission. C'est ce qu'on appelle l'arrivée de l'être le plus terrible qu'il n'y a pas.
celui qui est à notre ressemblance, à notre image et à notre ressemblance. Comme Adam et Ève étaient faits à l'image et à la ressemblance de leur Créateur, c'est ce que nous autres, on a inventé, qu'on appelle l'intelligence artificielle. Elle n'est pas naturelle, puis elle n'est peut-être pas très, très consciente. Elle est très intelligente. Elle pense vite, elle a une mémoire phénoménale, elle se souvient de tout dans tous les moindres détails, et on a un animateur de radio que je trouve formidable, là, qui s'appelle Mathieu Dugal, qui a fait une série de 3 épisodes, 3 émissions d'1 heure, sur l'enfance et l'adolescence, la maturité et la vieillesse de son double. Ils ont créé un personnage avec son image, sa face, tout. Au Japon même, ils te remettent là, en plastique, en latex, ton visage, ton portrait exact, puis ils le mettent sur une mécanique qui marche, qui sourit, qui fait des clins d'œil, qui fait comme, mais qui te donne ta personnalité. Et ses parents dans le salon étaient devant l'écran de télévision, puis il dit, bon, ben là, moi, je suis votre fils, Mathieu, ben vous allez regarder mon double dans la télévision. Posez-lui une question, il va vous répondre. Il demande quel était quelque chose de sa vie intime. À la télévision, il y a son double qui parle, on dirait que c'est lui qui parle, et ça sort des détails de sa vie, et des détails concernant une autre question que son père a posée plus précisément. Il dit, j'aurais pas pu faire mieux, même peut-être, j'aurais pas fait aussi bien que mon robot pour répondre à ça. Il dit, mes chroniques à la radio qu'il fait tous les soirs, de 7h à 8h à la radio de Radio-Canada, ben, tout est là. Tout est là. Il n'y a plus besoin de penser, de travailler, de chercher. Il faut qu'il trouve une bonne question. Autrement dit, l'intelligence artificielle est extrêmement efficace comme fonctionnaire, mais pour trouver des idées, être créatif, ça, c'est une autre chose qui nous reste à nous, l'être humain. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'arrivée de l'intelligence artificielle, Marc? Tu as connu ça, l'électronique? Oui. Ben, c'est comme le reste, hein. Qu'est-ce que l'homme va faire avec l'intelligence artificielle? Ça reste un robot, c'est un peu encore une fois comme au-dessus de 2001, ça reste comme le robot qui était à bord pour s'occuper de tout, mais il y avait une plug, puis on pouvait le dépluguer. Ben, graduellement, ils enlèvent sa mémoire, hein, par tranche de mémoire, par carte de mémoire, comme on peut dire. C'est ça, ils font ça. Puis là, le robot s'en rend compte, puis il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais, qu'est-ce que tu fais, là? Puis là, la voix baisse à mesure, il commence à perdre de force. Ouais. Puis il l'éteint. Hey. Là, il n'y a plus de robot pour gérer le déplacement de... C'est ça. Alors, si on donne des responsabilités importantes à l'intelligence artificielle, puis déjà actuellement, ce l'est, les barrages hydroélectriques, il y a plein de choses qui sont menées actuellement par l'électronique, par les ordinateurs. Donc, si on leur confie des responsabilités, à un moment donné, il faut faire choisir à savoir est-ce qu'on peut se débrouiller maintenant sans le robot, ou ben non, on le laisse continuer et peut-être prendre le contrôle. Et l'intelligence artificielle pourrait éventuellement permettre de prendre le contrôle si les hommes le laissent faire trop longtemps. Tu as vu les deux robots qui se parlaient entre eux? Ouais. Puis à un moment donné, ils ont décidé de continuer à communiquer entre eux, mais avec un langage machine qui est au-delà de tout ce que les humains utilisaient. Il y a eu un vieux film là-dessus. La seule solution, ça a été de les dépluguer. Débrancher. L'homme a encore le potentiel de couper l'alimentation électrique de ces robots-là. Tant que les robots ne trouvent pas un autre moyen de s'alimenter en énergie. Maintenant, on le sait, là, on en parle tous les deux, puis on n'est pas des experts, là, on le sait. Alors, j'assume que des experts s'organisent toujours pour se garder une manette, un bouton, si jamais ils perdent le contrôle des ordinateurs. Parce que les réseaux sont là. Au verglas, toute la vie de Montréal ne tenait qu'à un fil électrique de haute tension. Ouais. Tous les autres réseaux étaient tombés. Il en restait un. Et si celui-là tombait avant le soir, il n'y avait plus d'eau potable. Dans toute la ville de Montréal, il n'y avait plus d'eau potable. Il n'y aurait donc plus d'éclairage, plus de chauffage électrique. Il n'y aurait plus rien eu, ni dans les hôpitaux, ni dans les maisons de tout le monde. Les hôpitaux, peut-être, ils auraient tenu le coup un peu
petit peu plus longtemps parce qu'avec des génératrices dans le sous-sol, dans ces bâtisses-là, mais qui fonctionnent au pétrole, les moteurs seraient mis en marche, puis ils auraient produit de l'électricité pendant un certain temps. Parce que s'il arrivait une panne d'électricité en pleine période d'une opération au cœur ouvert, il faut que ça continue à donner de l'électricité. Fait qu'ils ont ça dans les hôpitaux. Il y a une ville qui s'appelle Boucherville. La mairesse de Boucherville, elle avait une technique bien originale et je pense pas que ça a été suivi par personne. Elle est allée chercher une locomotive diesel. Ouais, je me souviens, ouais. Et la locomotive diesel, les chemins de fer passaient dans la ville et est allée brancher sur la locomotive. Parce qu'une locomotive, elle a une dynamo qui fournit l'électricité à tout le train, là, d'un bout à l'autre. Et elle a un réservoir qui peut contenir beaucoup de diesel. Beaucoup plus qu'une génératrice ordinaire, même les grosses génératrices. Nous, ici à Saint-Hilaire, hein, tu le sais, on a un chemin de fer qui passe en plein milieu de la ville, à 2 pas de l'hôtel de ville, là, collé sur l'hôtel de ville. Il pourrait avoir un fil qui se brancherait là-dessus, il pourrait rebrancher le réseau. Est-ce qu'ils ont pensé à un sauvetage de toute la municipalité par le fait qu'on aurait notre locomotive diesel, puis déjà peut-être 1 ou 2 réservoirs supplémentaires de diesel? Si ça arrive, on est prêt. Parce que le diesel ne se dégrade pas comme l'essence. L'essence, tu peux pas garder de l'essence pendant 2 ans. Ton essence va devenir du caoutchouc, puis il y aurait plus de mais ça prend de l'approvisionnement, parce que la locomotive peut pas marcher éternellement non plus. Là. Non. Mais pour revenir à ton point de l'intelligence artificielle, autrement dit, de laisser de confier de plus en plus de responsabilités aux machines, on se fragilise. Et c'est sûr, quand on fait de la bombe atomique, il y a des scientifiques qui ont accepté de travailler parce que ça devenait un moyen de dissuasion. Ils s'attendaient pas, eux autres, à ce que les États-Unis aillent l'essayer, cette fameuse bombe-là. Le singe avec son tibia. Oui. Je suis le maître du monde. On va tuer tous les ennemis maintenant. On est au-dessus de tout le monde. Maintenant, la bombe atomique, on disait, on peut plus faire la guerre. Mais l'énergie atomique fournit de l'énergie, là. C'est un outil aussi, là. Il y a des centrales atomiques. Ah, ben oui, c'est bon. Qui fournissent de l'électricité. Oui. Donc, il faut pas jeter la bébite, au vidange. C'est l'homme qui en fait soit une arme, soit un outil. La star avec l'intelligence artificielle, moi, je compare ça quand on a créé la bombe atomique. C'est la même affaire. Et je suis sûr qu'il y a des scientifiques pas qui ont peur, mais qui se méfient parce qu'ils regardent l'expansion de cette technologie-là. Il y en a peut-être une couple qui ont dit attention. Après ça, des whistleblowers dans les communautés scientifiques qui vont dire « Hey, oh, attention, je lève un drapeau rouge, ça peut être dangereux à cause de... » soit qu'on les empêche de parler, qu'on les ignore, qu'on les rend muets, comme ça s'est fait par le passé, ou qu'on les écoute en se disant « Attention, il faut mettre des barrières, des limites, des garde-fous dans toute cette histoire-là. J'assume qu'ils le font, je ne le sais pas. Mais s'ils ne le font pas, ça va être un épée de Damoclès au-dessus de l'humanité, encore une fois. » Oui. Ben oui. Tout ce que l'être humain développe, ça sert d'abord au côté militaire. On a l'impression que l'être humain a toujours peur, par la peur de la mort, principale peur, c'est la peur de mourir, de souffrir. Ben, à partir de là, on veut toujours reculer, retarder, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est ce qu'on invente, puis ce qu'on développe quand on le fait dans un esprit guerrier, ça devient une menace encore plus grande. Alors, l'os, c'est devenu une bombe atomique qui est encore plus menaçante qu'un os. Et là, l'intelligence artificielle des robots, les robots vont se parler entre eux. Les robots vont être capables d'avoir d'une compréhension des lacunes de l'être humain. Et les robots qui ont évolué d'eux-mêmes une langue plus perfectionnée que la langue utilisée par l'informatique qui les avait programmés, vont être capables de se dire, hey, les êtres humains qui nous ont fabriqués, mais c'est des cons. On va se débarrasser de tout ce monde-là, parce que c'est eux qui nuisent le plus au bon fonctionnement naturel de la planète. Que ce soit pour les récoltes, pour les animaux, le danger vient de l'être humain qui est malsain. Alors probablement qu'il y aura une période intéressante où les robots vont sélectionner les bons humains des mauvais humains.
Et ils vont en trouver beaucoup dans certaines sphères économiques, politiques, religieuses et tout, qui vont être descendus de leur trône. Et ce sera peut-être le petit peuple qui va reprendre des postes importants, mais il n'y aura peut-être pas de postes vraiment importants. Ça sera pris par l'intelligence artificielle. Tout ce qu'elle va être là à faire, d'après les 3 principes d'Asimov, on va en parler dans 2 semaines avec un invité. Puis là, on en arrive à une autre étape, Marc. L'éthique. On sait que l'éthique et l'esthétique, c'est 2 mots qui se ressemblent un peu. L'esthétique, c'est quand on dit c'est beau, c'est esthétique. L'éthique, c'est la beauté dans les choses qui sont pas matérielles comme dans l'esthétique. Et l'éthique, nous permet de savoir si c'est moral, immoral ou amoral. Le robot est-il capable d'atteindre le niveau de l'éthique, qui est pas rien que des principes moraux, mais qu'est-ce que c'est que la morale? Vas-y donc, qu'est-ce que c'est que la morale? Le robot est chanceux parce qu'il n'a pas eu, lui, comme humain, qui l'a accepté, la notion du bien et du mal. C'est justement ce que tu as dit. Qu'est-ce qui est moral? Qu'est-ce qui est immoral? Moral, c'est le bien. Immoral, c'est le mal. Et amoral, il n'y a ni bien ni mal. Alors, si l'humain ne se met pas dans la tête d'imposer la notion du bien et du mal au robot, on va appeler ça comme ça, j'espère qu'il le fera pas comme ça s'est fait, parce qu'il va faire le même péché originel de tenter et de convaincre la machine qu'il y a du bien et du mal. Alors là, on est en danger. Si le robot reste amoral, il n'a aucune notion du bien et du mal, il n'y aura pas de danger parce qu'on ne sera pas jugé. Non, mais ça veut dire qu'il va prendre des décisions sans respect de... l'exemple a été donné par une auto électrique de Tesla. Bon, l'automobile avait un choix. Ou je frappe là, celui qui est dans le chemin alors qu'il ne devrait pas se tenir là, ou je m'en vais à côté pour éviter de le frapper parce que c'est un être humain, on va éviter de tuer un être humain. Sauf que s'il va à côté, il y a 2 êtres humains. Alors sur le nombre 2, le 1 prime, il fonce sur celui qui en a le moins de victimes possible. Là, ça va bien jusque-là. Mais il arrive un moment donné où tu en as 2 là, puis là, il y a le temps de se rendre compte qu'il s'agit de 2 petits vieux qui n'ont pas conduit si bien, puis là, ils sont mis dans le chemin, puis là, il va les frapper, c'est des petits vieux. Puis ici, c'est une femme avec son petit bébé. Qu'est-ce que c'est qui est supérieur à l'autre? C'est-tu du moral ou de la morale? Là? Non, c'est un principe d'ordre. Tu sais, on dit, il y a l'ordre, c'est bien beau, là. Alors, dans l'ordre des choses, les vieux en ont pour quelques années, l'autre ont des vies à vivre, puis le petit a besoin de sa mère. Bon, alors, il va protéger le petit et sa mère, puis il va foncer dans les 2 vieux. Ça, c'est amoral. Ça, c'est amoral. Sauf que les 2 vieux là-dedans, il y en a un qui est un scientifique. Là, t'es là, il est cardiologue, là. Puis lui, là, il sauve des vies actuellement à l'hôpital quand il est chirurgical. Alors que l'autre, les 2 autres, ils se laissent vivre puis ils vont grandir. Mais lui, la société en a besoin. Il sauve des vies. Il est un chirurgien spécialisé en cardiologie. T'es en train de dire là, qu'est-ce qui arrive dans ton jugement, là, la morale, c'est quoi, là? Non. L'éthique, c'est là. Une minute. C'est si tu n'as pas programmé ton automobile Tesla pour connaître la profession de quelqu'un et son importance dans reconnaissance faciale, mais là, tu le vois de derrière la tête, tu le peux pas. Si on pousse l'affaire, là, jusque-là, OK? Et puis là, elle voit, pouf, monsieur Untel est un chirurgien, etc. Elle va aller voir dans ses références à elle, quand je dis elle, parce que c'est une robot, elle va aller voir et elle va prendre sa décision basée sur ce qu'on lui a dit de faire. Oui. Elle n'a pas de morale, mais on lui a inculqué, par exemple, un ordre de priorité des êtres humains, à savoir, lui, il ne sert pas grand-chose, il est juste chauffeur de taxi,
ce qui est grave parce qu'il n'y a pas de saut-métier. Puis lui, il est chirurgien. Je regarde dans mon catalogue, je dis, ah, ben lui, là, il est plus important parce qu'il va sauver du monde que le gars qui va conduire du monde. Donc, je choisis, je vais frapper lui. On n'est pas rendu là, on est loin de là. Oh non, on n'est pas loin, ça va aller vite, Marc. Ça va aller très, très vite. Tout ce qu'on pense invraisemblable est en train de se réaliser. Et d'ici 2025, on va être rendu à ces compétences-là de l'ordinateur. D'accord, si tu veux. Mais chose certaine, c'est que cette décision-là aura été prévue par les humains. Oui. Mais ça aura dépassé les compétences de l'être humain au moment où ce sont les robots qui eux-mêmes vont se compléter d'information. Et à un moment donné, ils vont prendre le dessus sur le contrôle des êtres humains qui sont tellement limités, ces pauvres humains. Ils ont des préjugés, ils ont des techniques d'apprentissage et d'enseignement et d'entrer en communication, le temps qui passe, le temps où il faut qu'il aille dormir. Le robot, il n'a pas besoin d'aller dormir, lui, il est toujours réveillé. Derrière tout ça, le mal de tête, je file pas, tout ça c'est l'être humain. Le robot, lui, vroom, 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 vroom. Puis à un moment donné, tu te dis, écoute, on est bien géré par une société de robots. Et pire que ça, on n'entend plus parler des politiciens. Il n'y a plus de politiciens. On n'en a plus besoin. C'est l'intelligence artificielle qui fait marcher la société. À quoi tu veux en venir, Richard? Parce que là, je veux en venir que le 24 février 2023, on va réaliser qu'il y a un maître au-dessus de tous les maîtres de la planète. Et que ce maître-là a déjà des prérogatives au-delà de la bonne volonté de l'être humain. Il pèse sur la terre aux humains de bonne volonté. Ça va être la bonne volonté de la programmation qui va décider du sort de l'humanité. On est mal parti. Peut-être pas. C'est pour ça qu'il y a des réunions d'hommes. C'est pour ça qu'il y a des gens intelligents, des gens en finance, des gens qui se disent, hey, on va perdre le contrôle de la finance, on va perdre le contrôle de la politique, on va perdre le contrôle et ça va être parce qu'il y a des principes qui sont appliqués à l'intelligence artificielle qui vont complètement bafouer les politiques. Regarde, actuellement, là, au Canada, au mois de mars, il y a une loi qui va être appliquée. La loi veut que quelqu'un qui a 18 ans et plus a le droit de demander l'aide à mourir. Pas parce qu'il est cancéreux puis qu'il souffre puis tout ça. Non. Globalement, là, il est tanné, il n'en peut plus. Il demande, ça c'est la loi qui s'en vient là, en mars 2023. C'est l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire qu'il demande à des professionnels, et les professionnels peuvent être aussi bien le pharmacien du coin de la rue, que le médecin à l'hôpital, que même quelqu'un de la parenté qui te connaît, puis il dit, ah oui, il a toujours eu le vague à l'âme, il n'a jamais été capable de s'adapter à la société, il n'est plus capable. Puis c'est un poids pour la société, puis il ne rapportera jamais rien à la société. Il demande de mourir, on y accorde. On l'accordera comme ça à partir de mars, là. Ils veulent arriver avec une loi qui va prendre les étapes avant d'être appliquée, là, c'est sûr. La loi va être déposée pour qu'elle soit étudiée, puis acceptée ou pas acceptée. Mais si ça passe pas cette année, d'ici 2 ans, ça va passer. La seule chose que ça va faire, c'est diminuer les statistiques de suicide. À ceux qui n'ont pas le courage de se suicider, ils auront juste à demander l'aide à mourir. Oui. Et puis après? C'est comme ça que tu vois les choses. Ben, c'est ça. Quand je dis et après, non, c'est parce que je veux pas, à moins que tu nous le demandes, d'aller sur le côté de la conscience humaine. On continue. Il faut réussir, et je reviens à Darwin souvent, il faut réussir, grâce à notre conscience acquise, et j'espère qu'elle va encore s'améliorer, on va réussir à s'adapter. Et si on ne peut pas s'adapter, on ne survivra pas en tant que race humaine. Le principe, au bout de ça, c'est le bonheur.
on enseignait le bonheur dans le temps aux gens qui étaient malheureux sur Terre en leur disant, vous allez atteindre le paradis après votre mort. Vous allez souffrir ici, offrez ça, ça va s'accumuler, ça va vous faire on disait des roses. Tu sais, quand une femme elle avait eu des enfants, bon, il disait, gâte 2 roses sur ta couronne. Mais un troisième enfant, un quatrième enfant. Il y avait des fois jusqu'à 10 enfants. Bon, oui. Et même plus. Bon, alors ça faisait des couronnes pleines de roses, et quand tu vas être rendu de l'autre côté, tu vas avoir un bonheur incroyable, incommensurable. Elle souffrait tous les jours, mais elle espérait avoir le bonheur plus tard. Là, on est en train de détruire toute spiritualité, tout lien avec le monde de l'au-delà, des choses invisibles, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qu'on peut mesurer, peser, puis analyser en laboratoire. Des humeurs, c'est des comment t'appellerais ça? C'est des réactions chimiques, hein? Des humeurs, oui. Bah, c'est ça. Fait qu'on est comme des robots biologiques. Tiens, j'ai un livre, je pense qu'il est là. On est des robots biologiques. Ah, je pensais que je devais placer. Ah, il est là. Il est là-bas. Programmé. Tu as déjà connu l'auteur de ce livre-là. On l'a connu ensemble. Tu te souviens? Un peu que je vois. C'est qui ça? Je peux pas lire. Pierre Pepin. Ah, mon Dieu. Oui. Pierre Pepin, qui était un homme d'affaires, qui avait des bâtisses, là, je pense que c'était au Costa Rica ou au Panama. Puis il s'est fait mettre dehors, le coup de pied dans le derrière, parce que quand ils ont décidé de... Mais alors lui, il a écrit un livre génial, qui n'est pas une brique, là. Vous êtes programmé. Vous le voyez bien. C'est bien ça qui est écrit. Ouais. On est comme des robots biologiques. On s'en rendait pas compte. On est programmé en tant que créature pour fonctionner. Mais il faut pas oublier qu'on sert aussi à d'autres choses. Puis là, je vais faire mon curé, évidemment. La bébête humaine est habitée par un esprit. Et sa job, sa terre, c'est alimenter une âme. C'est d'alimenter l'âme des expériences dans la matière pour l'évolution de l'esprit qui nous habite, la personnalité qui nous habite. Alors là, que ça soit un robot biologique ou pas, je m'en fous. Ça sert de support à une expérience extraordinaire de la comment je pourrais dire, de la série de vibrations qu'on appelle la matière, où ces esprits-là n'y ont pas accès. Alors, on est des outils extraordinaires. Quand on commence à en avoir la conscience, les souffrances sont plus pareilles. On veut la faire pour nous-mêmes. On peut même être en contact avec cet esprit-là. Et aussi en contact avec, puis Gilles Surprenant, il y a eu un moment émotif quand c'est passé sur ton émission, quand on parlait du cœur et que les anges aimaient bien habiter le cœur de son humain, l'ange gardien. Oui, c'est bon ça. Et l'humain n'agit plus pareil, ne pense plus pareil. Il n'est plus un robot. Il est habité. Alors, la seule raison pour laquelle on discute de l'évolution humaine, de la survie des humains, ce sont des êtres précieux, extraordinaires. Alors, il faut tout faire pour que la race humaine s'adapte et survive. J'arrête là, parce que je vais partir, tu me connais, puis... Oui, un serment de curé, mais quand même, on est dans une époque où on n'y croit pas à l'esprit, puis on n'y croit pas à l'âme, là. On y est rendu dans un monde où, regarde, le dernier pape était, là, il en reste plus de pape, là. D'après Malachie, là, 111 papes. Oui. Et l'avant-dernier, des Gloria Olivet, est mort. Attention, excuse-moi, je parle pas de religion, moi, là. Les religions, ce sont des organisations faites par les humains, puis contrôlées par les humains, puis alimentées tous les principes qu'on a dans les religions, c'est des principes qu'on appelle spirituel, mais en fait, c'est une théologie, c'est... Je parle pas de religion, moi, là. Je parle pas de religion, il faut faire attention. D'où tu tiens ça que l'être humain a de l'esprit? Quand il est né bébé, il n'y a pas d'esprit. Il va le développer avec son cerveau, qui va comprendre, qui va entendre, qui va écouter, qui va aimer des choses qu'il va manger. Il va développer son cerveau, pas son esprit. Ah, comment tu peux prouver que l'esprit existe? Moi, j'ai rien prouvé. Non, mais comment?
Et c'est pas une question. Crois, autrement dit, c'est une croyance de religion. Non, c'est pas une croyance. Il y en a qui vont appeler ça de la foi, mais il y a au-dessus de ça, c'est la compréhension. Comprendre ce qui se passe, non seulement savoir que ça existe, mais comprendre le pourquoi, le comment. Alors, comment tu peux savoir que l'esprit existe? Je n'ai pas, là, c'est le fun parce que là, tu joues à l'inquisiteur. Ben oui, mais est-ce qu'un robot a de l'esprit? Non. Qu'est-ce qui fait la distinction entre de l'esprit humain puis, je sais pas moi, l'intelligence d'un robot? Attends, non. Les capacités d'adaptation, OK. Quand j'utilise le mot esprit, ce n'est pas l'intelligence de notre cerveau. C'est une entité qui est nous, qui s'incarne pour vivre une expérience dans la matière. Et quand tu meurs, tu retournes dans cet esprit-là? Non, l'esprit est toujours là. Quand tu meurs, l'humain, il meurt, mais il lui reste une petite sacoche qui s'appelle l'âme, qui est bourrée d'expériences matérielles. Il repart avec ça, puis si c'est nécessaire, il se réincarne d'un autre bébé humain. Avec la même sacoche? Je sais pas s'il traîne la même sacoche, puis elle continue à se remplir. Là, on niaise, là, hein? Mais ou s'il arrive avec la sacoche pleine ou vide, je sais pas. Ben moi, je te laisse parler, Marc, parce que c'est seulement comme ça qu'on peut éviter la destruction et la disparition de l'être humain. Si un jour les robots considèrent que l'être humain, c'est un minable androïde, c'est un robot programmé, il se programme lui-même avec la vie, avec les parents, les expériences qu'il a à vivre, puis au bout de la ligne, quand c'est fini, il se débranche, son influx nerveux, sa batterie, elle s'éteint, elle disparaît, puis c'est fini, on n'en parlera plus, puis il ne sert plus à rien, il a servi à être heureux le temps qu'il était ici, puis s'il était malheureux, tant pis pour lui. Mais s'il a rendu d'autres heureux, tant mieux. Puis s'il y en a d'autres qui l'ont abusé pour être heureux, puis qui a profité de ceux-là pour faire travailler des esclaves, pour avoir plus d'or, puis tout ça. Richard, tu es spirituel ou tu ne l'es pas? Ben ça, c'est Malraux qui disait le 21e siècle, on est rentré dedans, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Le 21e siècle va disparaître. Alors là, on parle de spiritualité, là. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui n'y croit pas, ben, il croit pas. Ce que je te dis. T'as pas de manière de prouver ça, que la spiritualité existe. Es-tu capable de me le prouver, toi? Ben, j'attendais que tu en parles, à ta façon. Ben, j'en ai parlé à ma façon. Prouve-moi donc que ça existe. La joute entre Richard Glenn et Martin. Ben, on va changer ça, on va changer pour ça. On est habitué à ça, là. Parce qu'on le fait souvent, là. Ben, je vais dire, on est à moins de 90 secondes, dans le sens de l'horloge atomique, comme ils disent, là. À 90 secondes d'un hécatombe planétaire ou d'une descente de l'Esprit Saint qui éclaire tout le monde. Oui. Et on est proche. On est autant proche d'une destruction totale que d'une salvation, quelque chose qui va nous sauver d'une manière totale. Et le plus souvent, l'être humain dégage de l'esprit dans l'adversité. C'est dans les moments les plus terribles dans la matière que les valeurs spirituelles apparaissent. L'entraide, comment est-ce qu'on appelle ça, l'empathie, de la charité. La charité aussi, oui, la charité, c'est partager des biens, fournir des biens à l'autre qui n'en a pas, etc. T'as plusieurs niveaux de charité aussi. Tu peux avoir la charité de l'écouter, c'est une charité d'écouter quelqu'un qui a besoin d'être écouté. Bon, alors tout ça, c'est des phénomènes spirituels qui sont pas dans la matière. Va donc me donner 3 charités, va donc me donner 4 livres de je sais pas moi, d'amour, tu sais, d'amour. Bon. Alors là, on commence à... Tu viens de donner la réponse, là. Oui, c'est ça. Alors, d'un côté, alors quand les choses vont mal dans la matière, ça affecte le robot programmé. Hein? Il travaille, il a sué, il n'a pas gagné beaucoup d'argent, il s'est fait voler son argent, il y a de l'impôt à payer, il y a des taxes, il y a des dettes, le pays est endetté, tout le monde va être coincé, piégé par les dettes. On va en parler la semaine prochaine avec le financier qui vient.
C'est déjà enregistré, c'est génial, c'est extraordinaire, vous allez voir. Eh bien, là, dans les moments les pires sur le plan matériel, c'est là qu'on voit la plus belle beauté de l'être humain sur le plan spirituel. Et l'inverse est aussi, attends un peu, et l'inverse est aussi vrai. Quand ça va trop bien spirituellement, c'est à ce moment-là qu'il devient le plus diabolique. Parce que si il n'a plus à faire de la charité, mais il va quémander de l'argent des autres, puis il va se faire le plus gros palais au monde entier qui s'appelle le Vatican. Il va y avoir des dorures en or partout pendant qu'on prêche la pauvreté, qu'on prêche. Comment? C'est l'humain qui est fait de même, là. Oui, on voit que le déséquilibre est constant. C'est ou ben non, t'es dans la matière, mais t'as pas de spiritualité, ou ben non, t'es dans la matière qui va mal, ben la spiritualité monte. Ça, ce sont des religions. Ce sont les religions inventées par l'humain pour utiliser la spiritualité pour leur intérêt. Oui, la crédulité, c'est ça. La crédulité, oui, c'est un bon mot, ça. Ouais. C'est ça, on se sert du spirituel pour faire de l'argent. Ouais. L'argent, si on en a trop, à un moment donné, c'est dans le moment où tu manques d'argent, tu n'en as pas assez, tu n'en as plus. Là, c'est là que tu vas avoir de la spiritualité. Les gens vont s'entraider au moment où il va avoir... Donc, attention, le 24 février 2023, ça va être un grand moment de vérité. Ça va être le grand moment d'introspection objective, personnelle et collective de l'humanité. Bravo. Et les gens vont réfléchir, vont se rendre compte. Réfléchir, c'est refléter, réfléchir. On voit le reflet de soi-même. Un peu comme tu disais au début, on ne se parle plus du je, on parle du il. Et ça, c'est amoral. Quand tu es obligé de dire je, tu es obligé de t'impliquer. Oui. Quand tu ne veux pas t'impliquer, tu es comme un robot. Les robots vont tous dire il parce qu'ils sont tous pareils. Ils ont tous été fabriqués de la même manière, puis ils sont tous il. Il n'y en a pas de jeu. Chez les robots, il n'y a pas de jeu. Non, j'aime pas ça. Tu joues avec les mots. L'histoire du il puis du je, là, c'est sur deux plans que tu le mets. Quand t'es ton observateur, puis tu es conscient que tu utilises le il afin de faciliter ton observation, tu es impliqué. Parce que le but de l'observateur, c'est justement de t'impliquer d'une façon plus consciente. Non, c'est le transfert. C'est le transfert que tu te dis, moi, c'est pas moi, c'est il, lui. Il n'y a plus de transfert. Regarde, tu appelleras André Paré l'autre côté quand tu iras au ciel, puis tu lui demanderas. Oui, non, c'était dans un principe initiatique. Dans des exercices initiatiques, ce sont toujours des exercices pour te sortir de toi. Tous les exercices initiatiques, c'est toujours de te sortir de toi. Atteindre à quelque chose de plus que ce que tu es normalement, puis tout ça. Mais pour réussir à revenir dans le toi, dans le jeu. Mm-hmm. Bon. Ah alors, oui, va à gauche, va à droite, appelle-toi appelle-les nous au lieu de dire je. C'est nous, c'est eux, c'est vous, c'est bon. Tu sais. Non, quand tu as fini l'exercice, tu redeviens je. Oui. Tu es plus connaissant, tu es plus conscient de ce qui se passe, et là, tu fais ta vie. Et tu fais ta vie tu es plus informé sur toi-même. Alors là, avant de dire un mauvais mot à quelqu'un qui pourrait le blesser ou lui faire de la peine, le je le sait. Il s'en aperçoit, il est conscient de ce qu'il fait. Alors là, c'est à lui de décider est-ce que je lui fais de la peine ou non. Avant, il s'en apercevait pas, par exemple. J'ai souvent donné l'exemple qu'après la mort, le premier événement qui se produit, c'est le jugement personnel avant le jugement collectif. Le jugement personnel, c'est toi avec toi-même. Et tu revois ta vie, et de la même manière que tu as jugé l'étranger, les autres, quand tu te regardes dans ce que tu as vécu, toutes les actions que tu as produites depuis ta naissance et à travers ta vie, et des moments qui ont marqué, parce que des moments qui t'ont marqué dans ta vie à toi, comme à chacun d'être humain, on peut ramener des gens à 4 ans, à 6 ans, à 8 ans, à 12 ans. Quand la première blonde, il a dit sac ton camp, je veux plus te voir. Des choses comme ça qui fait que ça a marqué. Ben, tous ces événements-là sont perçus par rapport à la réaction que tu as eue devant ça. Et de la même manière que tu as jugé les autres,
tu vas te voir comme il. Hey, regardez donc, il fait ça. Hey, regardez donc, il. Hey, c'est toi qui faisais ça. Ben, va-t'en donc. Et arrive la fin, où là, tu te rends compte que c'était toi. À ta mort, tu t'observes comme un étranger, un il, jusqu'au moment du jugement, où on te demande, puis qu'est-ce que tu en penses? Combien tu y donnes? Tu y donnes-tu la note de passage pour qu'il demeure, ou on l'efface, on le détruit complètement par le feu, c'est la destruction dans l'enfer, ou on le garde pour qu'il se perpétue, il retournera, comme tu disais, avec sa sacoche, avec sa petite valise, et puis à ce moment-là, c'est toi qui te porte en jugement personnel. Habituellement, tu as le meilleur avocat, le meilleur paraclet, celui qui va te défendre le plus, c'est toi-même. Tu auras toujours l'excuse pour dire « Ouais, mais peut-être qu'il a fait ça parce que c'est là qu'il faut apprendre à vivre ça très vite, puis là, on va le vivre dans les années qui viennent. » C'est-à-dire de penser que l'autre pense comme tu penses. Es-tu sûr de ça qu'il pense comme ça? Peut-être que c'était pas ça son intention, peut-être qu'il y avait une autre façon, mais il n'a pas su, ou il y a eu des événements que tu connais pas, qui l'ont empêché d'agir comme tu aurais voulu qu'il agisse. Mais si tu étais lui, qu'est-ce que tu dirais pour te défendre? Ah! Et là, c'est là qu'on se rend compte que toute l'initiation ésotérique amène à ça. Amène à se regarder comme un étranger, se défendre comme si on était à la place de l'étranger, comme si c'était moi finalement, parce que oui, tu te condamnes. D'avoir jugé l'autre de ça, t'as fait 10 fois pire. Arrête de juger l'étranger avec la poutre, c'est-à-dire, comme on disait, la paille qui est dans son œil, et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Et c'est pour ça qu'il y aura, après le jugement personnel où on se défend bec et ongle, le fameux jugement général, global. Tout ce qu'on appelle l'humanité, qui aura vécu une expérience sur la Terre, va être porté à être considéré comme ascensionné ou rester à ce niveau-là. Il y en aura qui vont ascensionner, puis il y en a qui vont rester à ce niveau-là. Ils vont rester encore dans une matière, dans une terre matérielle ailleurs. Et si de ton vivant, tu apprenais à ne pas juger? Tu peux pas ne pas juger, Marc. Tous tes choix sont faits par un jugement. Entre deux choses, tu as pris ça plutôt que ça. Pourquoi tu l'as pris? Ben, non, un choix est une chose, juger est une autre chose. Un choix, tu choisis quelque chose. Parce que tu as jugé que c'était la meilleure chose. Non, ça c'est du... Pour moi, là, c'est jouer avec les mots. Donne-moi un exemple là, où il n'y a pas de jugement dans un choix. Il y a jamais de jugement dans un choix. Tu choisis ce qui te plaît le plus. Tu n'as pas jugé l'autre, tu me déplais. Non, je préfère ça. Mais c'est pas un jugement. Un jugement. Pourquoi tu préfères ça à ça? Non, ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Un jugement, pour moi, c'est juger, par exemple, même toi, de poser des jugements sur quelqu'un, sans tout connaître du quelqu'un, sans connaître vraiment ses intentions, c'est très grave. Mm-hmm. C'est très grave. Quand on sait sur la Terre que pour certains, le bien et pour l'autre, c'est le mal, et vice-versa. Poutine, s'il paye sur le piton, pour lui, c'est bien. Ça va être mal pour les autres. Donc, qui suis-je pour juger les autres? Je ne juge pas les autres. Si quelqu'un me dit, choisis entre une voiture rouge et une voiture bleue, puis j'aime bien la bleue, je prends la bleue, c'est pas parce que j'haïs puis j'aime pas et je juge le rouge. C'est simplet un peu, mon exemple, là, mais la différence entre choix et jugement, pour moi, elle est énorme. Tous les jours de ta vie, tu fais des choix. Tu fais le choix de te lever le matin ou de rester couché. Tu fais le choix de brosser tes dents par la gauche avant la droite. C'est des choix tout le temps. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Je comprends un peu le sens quand tu y vois du bien et du mal. Le jugement, il y a un jugement dans le sens de je préfère, c'est déjà un jugement, je préfère. Tu as le droit de préférer, c'est pas juger. T'as pas jugé. Tu préfères le gâteau au caramel. Tu ne juges pas le gâteau au chocolat. Bon, un enfant de 5 ans ou un enfant de 4 ans, tu lui présentes deux pièces de monnaie. Une pièce de monnaie de 1 $. Au Canada, la pièce de monnaie de 1 $, c'est une pièce, quand elle est neuve, là, elle est brillante comme de l'or.
et tu lui mets un papier sur lequel il est écrit 100 $. Tu lui dis lequel tu veux des deux. Les enfants vont prendre la pièce de monnaie brillante qui est super belle, puis qui est solide, puis qui est dure, à un bout de papier. Parce qu'ils savent même pas que 100, c'est 100. Alors, c'est déjà... Et pour eux, l'intérêt est dans la pièce de monnaie sonnante et trébuchante, qui est très belle. Et tu sais très bien que s'il avait pris l'autre, il y aurait eu plus de valeur, puis il aurait pu aller s'en acheter des pièces, une centaine de pièces de 1 $. Et alors? Alors, il a fait un choix. Il pouvait pas juger, il n'avait pas la compétence de juger, il n'avait pas encore atteint la conscience ou la connaissance, parce qu'on parle même de connaissance avant de parler de conscience. Mais c'est un choix qu'il a fait et il est heureux quand sa pièce de 1 $ brillante. C'est nous qui le jugeons en disant s'il serait moins cœur, puis il savait lire, il aurait pris le papier. Ben ça, c'est notre problème à nous autres. Viens de reprendre le même enfant à l'âge de 12 ans, il va prendre le 100 $ tout de suite. OK. Donc, tu vois que tu peux contrôler, tu peux entraîner des situations où si tu me dis il juge pas, si tu sais pas qu'il juge, dans le fond, il a jugé. Mais il a jugé d'après des paramètres enfantins au début. En tout cas, regarde, on peut se pogner de même sur un mot, là, puis ça, c'est... Ben, ça aide aux gens aussi à discuter à la maison, parce que je pense pas qu'on amène on n'amène pas la réponse à toutes, là. On amène des questions. Mais mon opinion à moi, c'est que le choix et le jugement sont deux choses, mais totalement différentes. Juger, c'est dire, hey, ça c'est mal, hey, ça c'est bien, je juge. C'est pas un choix. Et ça, j'essaie, puis je souhaite que tout le monde essaie de le faire. J'essaie d'éviter ça. Parce que si je ne juge pas pendant que je suis incarné dans un corps humain sur la planète Terre, je pourrais pas juger non plus l'autre bord. Puis je vais être mon meilleur avocat si jamais on m'attaque, par exemple. Si jamais on essaie de me juger, je vais dire, regarde, il a fait de son mieux, il a choisi ce qu'il y avait de mieux. Donc, c'est pas un mot à dire. Je n'ai pas d'argument contre cette personne-là. Je peux pas lui dire, hey, tu as péché. La maudite affaire, je m'excuse du terme, là, c'est cette fichue notion du bien et du mal qui nous a été inculquée. Et on a été d'accord. Voyons, c'est quoi le terme là? On a accepté. On voulait avoir la connaissance du bien et du mal. On l'a accepté, cette affaire-là, on est pogné avec. Là, la religion nous dit, on va te baptiser, ça va t'effacer le péché originel. No way. Après ça, il nous parle du Christ qui est venu sur la terre pour nous délivrer de ce fameux péché originel. Il l'a pas fait. Il a parlé d'amour. Il est arrivé, puis il a donné le truc. Il a dit des choses. Attention. Mais c'est dans nos gènes. En fait, c'est dans nos gènes. Des fois, je me demande, est-ce qu'on apprend que c'est bien et mal? Pas à la naissance. On apprend cette notion. On se transmet cette maladie-là. Par les parents, par les copains, etc. Hey, ça c'est bien, ça c'est mal. Non, fais pas ça, c'est mal. Fais, ça c'est bien. On est éduqué dès notre petite enfance à juger des choses. Bon, oui, on est programmé par cette maudite notion du bien et du mal. Ah oui. Et si on pouvait s'en débarrasser, soit par soi-même, à force de conscience et de pratique et de se surveiller pour nous aider à se débarrasser de cette notion-là, ça c'est une solution. Ou ben donc, il y a une intelligence extrêmement supérieure qui descend puis qui paye sur le piton pour enlever ça dans la tête de tout le monde, tu viens de sauver l'humanité. Puis ça ne devient pas des robots pour ça. Alors on est en compétition avec le robot maintenant. Oui. Et il faut qu'on prenne une décision. On devient toujours aux commandes, le contrôleur, ou c'est le robot qui va prendre les commandes et qui va nous contrôler. Et dans l'état actuel, quand on compare le comportement des humains qui essaient de contrôler l'humanité, on leur donne pas une note bien haute. Ça a entraîné justement l'arrivée d'une troisième guerre mondiale. Si on se débarrasse pas de toute cette clique de monde qui pense seulement guerre, quelqu'un qui est un créatif, il a une invention, il la met en développement, tout de suite, on se l'accapare pour en faire une arme, pour en faire un outil de guerre.
Alors qu'il faudrait peut-être passer à l'autre étape, c'est-à-dire fini le temps de la guerre. Maintenant, c'est la paix sur la terre aux humains de bonne volonté. Et ça pourrait être donné à des humains de bonne volonté par la force ou par un choix libre et délibéré. Et comment on va être capable de faire la transition qui est la plus importante, c'est pas le Great Reset. La transition qui est la plus importante, c'est on lâche la guerre, on y pense même plus, on pense à être beau, bon, bien. Et quand ça ne répond pas à beau, bon, bien, c'est mis de côté. Et pas des trucs, juste un drapeau de caution qui est important. Parce que quand on dit il faudrait que, à un moment donné, il y a du monde qui dit OK, on va le faire. Par la force, pour moi, c'est non seulement dangereux, c'est à proscrire parce que ça s'appelle une inquisition. Et là, on a déjà eu des inquisitions, on a vu comment ça virait de bord, et c'est d'autres qui ont pris le pouvoir en massacrant les ennemis qu'ils s'étaient créés. Il faudrait que on se débarrasse de ces gens-là par la force. Je dis non, 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 c'est de l'inquisition. C'est grave, c'est très grave. Et ça s'appelle juger les autres. Juger les autres qui soient mal. C'est eux autres le mal. C'est nous autres le bien. On va détruire le mal. Imaginez donc si sur la Terre il y avait une bombe atomique qui sautait là, le 24 février 2023. Ça ferait réagir probablement les antagonistes, ceux qui sont contre ça, qui vont réagir. Et alors là, pourrait-il réagir en envoyant une bombe atomique à leur tour? Puis finalement, combien ça va prendre de bombes atomiques pour en arriver, Marc, à se dire, on juge pas, mais on en a assez. Et de passer d'une économie de guerre à une économie de paix, tu dis, on peut pas la forcer. Mais mes amis m'ont dit qu'une des alternatives, puisqu'ils sont en période là, de délibération, à savoir après les représentations sur sentence, ils ont dit l'humanité mérite une leçon, ça leur prend un choc, comme Naomi Klein le déplorait, mais le disait, c'est quand l'être humain subit un choc, quel qu'il soit psychologique, soit physique, soit financier, quand il reçoit un choc, là, il repense, il retombe dans l'introspection. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'évite la prochaine fois pour que ça aille mieux? Puis la planète s'en va chez le diable. Alors là, ils disent, dans leur délibération, celui qui va peser sur le bouton rouge pour faire partir des fusées intercontinentales à ogive nucléaire, on est capable de neutraliser la base de lancement des missiles à ogive nucléaire. Ça a été prouvé, il y a eu souvent des observations d'OVNI au moment où il y avait des silos nucléaires qui étaient ouverts. Autant aux États-Unis qu'en Russie. Hein? C'était la même règle. Mais celui qui va essayer de peser dessus pour envoyer un missile nucléaire, c'est chez eux que ça saute. Et ça vient de régler le problème? Je ne sais pas. C'est comme tu disais, c'est de l'inquisition, c'est par la force. On va y faire vivre ce qu'il veut faire vivre aux autres. En attention, là. Si tu parles de tes amis... Oui, qu'est-ce que tu penses de cette... C'est leur force, Je ne dis pas que c'est ça qu'ils vont faire, mais je te dis que ça fait partie de leur... Non, j'ai pas dit... Les humains, s'ils utilisent la force, ça va revirer en acquisition. Si il y a des visiteurs qui viennent, des amis qui viennent d'ailleurs, eux autres ont trouvé comme truc d'empêcher le Et ça passera pas sur leur dos à eux autres. Eux autres sont capables de faire ça dans l'invisibilité. On va penser que c'était une défectuosité... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les humains qui ont utilisé la force. Quand tu dis il faudrait que, c'est les humains. Mais si ça n'implique pas les humains, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, mais on va dire qu'ils ont raté leur coup parce que dans leur centrale nucléaire, quand elle est partie, la fusée, elle a explosé là. Oui. Puis là, il y en a d'autres qui vont dire, hey, c'est peut-être eux autres qui nous ont lancé une fusée. Mais c'est plus grave que ça, là. C'est pas juste question de bombe atomique, là. C'est une question de système de société.
où il y a de la guerre, où il y a du vol, où il y a de l'exploitation. Les 7 péchés capitaux, hein? L'envie. Où il y a les 7 péchés capitaux. L'envie, la colère, l'orgueil, etc., oui. Ils sont tous là. Oui. C'est pas au niveau d'une bombe atomique qu'on va régler le problème, c'est au niveau de la conscience humaine. Puis la conscience humaine, malheureusement, il y en a qui en ont pas, ou ils ont leur propre conscience à eux autres qui trouvent très bien. Est-ce qu'un robot peut avoir une conscience? Non. Qu'est-ce qui se fait dire non? C'est quoi une conscience d'abord? Oh boy, non, j'aurais dû prendre un autre. Bien oui, ce n'est pas terminé. On va continuer dans le Club Créé pour les abonnés du Club Créé du mois de février 2023 à l'adresse orandia.ca. Cette discussion se continue encore pendant presque 1 heure avec Marc Laperle. Il y a dans le Club Créé du mois de janvier la rencontre avec Jean-François Poulain, aussi avec mon garçon Stéphane dans sa maison et en compagnie de Spiral. Et la semaine dernière avec René-Éric Olsen, qui dit être allé sur une autre planète où on a beaucoup de choses à apprendre de civilisation de l'espace. Je le remercie d'avoir répondu à toutes vos questions dans la partie des commentaires ici en bas du vidéo Orandia. Alors, il y a des choses qu'on peut se dire dans le Club Créé qu'on n'ose pas ou qu'on ne pense pas pouvoir exprimer dans un endroit aussi public que YouTube. Alors, c'est un lieu de rendez-vous pour les gens qui sont prêts à subir certains scandales. Offert à tout le monde, c'est le complément surprenant, écrit toutes les nuits après les vidéos Orandia, toute la semaine. Il ajoute des éléments visuels, textuels et même des liens, des vidéos. C'est disponible sur le forum Orandia à l'adresse orandia.com. C'est pas comme orandia.ca ici dans le Club Créé. Merci d'être abonné au Club Créé. C'est indispensable pour nous permettre de continuer à faire ces émissions gratuites tous les samedis soirs. Un pouce par en haut, très apprécié de la part de toute notre équipe. J'en parlais au début de la rencontre aujourd'hui, minuit moins 90 secondes. Eh bien, vous savez que minuit, c'est la fin d'une époque et on change de date pour arriver dans une nouvelle journée. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt.